fois les maudits français, puisqu'on n'a pas su les défendre comme il fallait. Vous connaissez cette histoire. Bien sûr, quand on part au Québec, on essaie de ne pas paraître niaiseux. Donc vous voyez le sens, nous avons perdu ce mot, niaiseux, c'est quand même charmant, et mieux que d'autres mots. On traverse forcément bon nombre de fleuves, de rivières, par le traversier, et non pas le ferryboat. Ce qui me touche, puisque toute ma famille est de Boulogne-sur-Mer, et là on prend le ferryboat. Personne à Boulogne-sur-Mer, dans les années 50, 60, 70, ne disait le ferryboat. C'est de l'extérieur qu'on disait le ferryboat. On disait la malle. On disait la malle est venue, la malle arrive, la malle part. Et cette malle, ça se dit aussi à Calais, ça se dit aussi à Dunkerque. Et parce que pourquoi l'appelle-t-on la malle? C'est typique des voyages, des mots qui passent par le français, puis l'anglais, puis qui nous reviennent. La malle, c'était un mot néerlandais qui signifiait un sac de voyage, en cuir en général. Ça arrive en France, on est à la fin du Moyen-Âge. Cette fois-ci, c'est un coffre de bois, ça peut être un coffre de cuir. Et puis, comme ce coffre, eh bien, on y met des lettres et qu'on met ce coffre sur des bateaux, et on oublie évidemment un peu aujourd'hui que les liens entre la France et l'Angleterre étaient plusieurs bateaux par jour. Diderot s'est distingué en anglais, je ne sais pas si... En fait, Diderot, qui est l'homme par excellence, évidemment, en ayant quitté Londres et son père coutelier, et puis revenu quelques allers-retours, qui a fait des planches extraordinaires dans l'encyclopédie, sur justement les couteliers, enfin pas lui, mais elles ont été faites dans son encyclopédie. En fait, Diderot n'était pas destiné à faire cette encyclopédie. Diderot était connu sur la place parisienne des libraires et surtout des éditeurs pour être un excellent traducteur de l'anglais. Et on lui avait confié notamment la traduction d'un dictionnaire de médecine qui a eu un certain succès, et donc il l'avait traduit très bien. Et la fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui, vous le savez, au départ a pour objectif d'être une traduction d'abord de cette cyclopédia de Chambers en Angleterre, qui avait un gros succès éditorial. Alors le Breton, éditeur français, s'est dit, ben oui, voilà, nous aussi, on va traduire et on aura un succès éditorial. Et ça avait été confié surtout à d'Alembert. D'Alembert était l'homme qui passait pour entrer à l'Académie des sciences, ensuite à l'Académie française, passait pour être le génie du moment. Et Diderot, qu'on connaissait, c'était le génie de la traduction, en fait. Et très vite, il a mis en avant et la langue française, et en même temps le travail de l'encyclopédie, et il est devenu même le premier, disons, dans l'encyclopédie, puisqu'on dit non pas l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, mais de Diderot et d'Alembert. Nous ne sommes pas en guerre contre les Anglais, nous sommes en guerre contre l'anglais dans le français, contre, si vous voulez, les anglicismes qui polluent la langue. Nos amis québécois font un travail considérable et qui peut parfois être pour nous un modèle. Je suis allé 5 fois au Québec par le biais des journées des dictionnaires. J'ai 10 000 dictionnaires chez moi, 10 000 dictionnaires, et j'ai donc organisé des journées des dictionnaires, et il y en a eu 3 au Québec et l'autre en France. Et alors je vais aller plus loin, puisque notre témoin de mariage, c'est Monique Cormier, qui est québécoise, et qui est donc la vice-présidente de l'Université de Montréal, qui est évidemment tournée aussi du côté de la langue française. Alors, entre le mail, le courriel, et une fois de plus, nos amis québécois étaient au front et ont imposé à juste titre, mais ça a pris une dizaine d'années, ce mot courriel, bon, qui est quand même un peu mieux. Ils n'ont pas réussi à faire passer le pourriel, mais je veux dire que plutôt que les spams, je préférerais parler de pourriel. Je trouve que le jeu de mots est assez plaisant. Côté, il y a aussi ces diphtongues qu'on a perdus. Si on écrit en anglais flower, c'est parce qu'on prononçait le U. C'était flower qui donne flower. Si on dit
En anglais, towel, c'est parce que c'était la toile. On prononçait naguère, jadis même, towel. Et towel va nous donner towel en anglais. Et on voit bien que des mots anglais, puisque 65% des mots anglais sur un corpus d'une cinquantaine de milliers de mots, 65% des mots sont d'origine française. Ils avaient encore les marques de notre langue française, qui étaient d'un côté ce qu'on appelle le trait démarcatif, je vais y revenir, et puis de l'autre côté les diphtongues. Alors le trait démarcatif, c'est le fait que nous avions des accents toniques. Nous avions sur les mots qui avaient 5, 6 ou même ne serait-ce que 4 ou 5 syllabes, il y avait un moment où il y avait une syllabe qui était beaucoup plus prononcée. Aujourd'hui, nous disons anticonstitutionnellement, je crois que je donnais l'exemple hier, où est l'accent dans anticonstitutionnellement? Il n'y a pas une syllabe qui l'emporte sur les autres. Je vais à Québec, je suis allé plusieurs fois dormir en empêche des amis à l'hôtel, au guichet, et là, j'entends la personne qui est là parler un français magnifique, et donc je me dis c'est bien, elle parle français, et puis j'ai le dos tourné, arrive une autre personne, et là elle parle anglais de manière impeccable aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes à Montréal, vous apercevez qu'il y a un bilinguisme vraiment très fort, et c'est presque difficile de déterminer s'ils sont francophones parlant bien anglais ou totalement bilingues. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est surprenant. Et évidemment, alors ça a toujours du charme quand vous êtes au Québec et que vous êtes pressé parce que vous avez un rendez-vous, vous êtes en voiture et il y a marqué congestion. Alors, congestion, c'est l'embouteillage, bien entendu, il y a une tralée de chars qui sont là, c'est-à-dire une quantité de voitures, même si bon, char se dit un petit peu moins bien. Nous, on fait l'autostop, eux, ils font du pouce, c'est quand même plus joli de faire du pouce. Sitôt rendu chez soi, rendu, c'est ce que disait ma grand-mère. Hein, on est rendu à la maison, et donc ça se dit toujours au Québec, et c'est assez joli. J'ai mis une débarbouillette dans la salle de bain. Bon, j'ai commencé à me demander ce que c'était que la débarbouillette, qui n'ont pas vraiment un gant, mais enfin une sorte de petit linge avec lequel se laver. D'ailleurs, on n'est pas très habile pour manipuler la barbouillette. On ouvre la télévision, on pitonne. Pitonner, c'est appuyer sur les petits pitons, et donc, si vous voulez, c'est quand même mieux que zapper. Bon, on écoute plus ou moins des chansons qui peuvent être quétaines. Alors, les chansons quétaines sont des chansons qui sont un peu niaises, pour niaiseux, finalement, et qu'on n'a pas envie de turluter. Turluter étant le fait de chanter joyeusement, on le dit encore, mais nous, on lui a donné des connotations parfois un peu déplacées. Mais alors, la chance qu'on a, évidemment, quand on est chez soi, c'est qu'on peut quand même se dégêner. Alors se dégêner, c'est un superbe mot. On en a perdu beaucoup du mot avec le dé, c'est-à-dire on n'est plus gêné. On sait bien que là où il y a d'autres personnes, on est un peu gêné. Se mettre sur la chaise barçante, alors berçante, parce que là je n'ai pas l'accent québécois, c'est plutôt la chaise barçante que la chaise berçante, le rocking chair, évidemment. Et puis on a barré la porte, ça se disait évidemment encore en campagne. Et là, un ami vient, donc on débarre la porte. On peut faire une jazzette, c'est-à-dire non pas du jazz, mais discuter, jaser un petit moment. On peut même mémérer un moment, mémère, discuter entre mémères. Eh bien, à ce moment-là, il y a le locataire d'à côté qui est vraiment très marabout. Marabout, c'est-à-dire il est en mauvais, comme un marabout, il n'est pas de bonne humeur, on est un peu choqué. Et pourquoi fait-il la baboune? La baboune, c'est-à-dire avoir ce geste avec les babines, la baboune. Alors sacré, vous savez ce que ça veut dire? Sacré, c'est faire des sacres. Ça n'a rien de religieux, enfin vous n'êtes pas si, mais c'est évidemment avoir des jurons, tenter de plus. Et quand on dit hostie, Christi, bon, c'est des jurons suprêmes. Comme nous, bon, c'est un peu modéré. Donc, quand on voyage entre la France et le Québec, des anecdotes sur le fait que vous êtes invité à dîner, et on ne précise rien d'autre, vous avez compris déjà, donc vous arrivez à 19h, donc on était invité en fait à déjeuner. Bon. Et quand ils vous disent, et vous vous souvenez sans doute de ça, que pour les desserts il y a des bleuets, bon, je dis bon c'est vrai, on mange des roses, des confitures de roses, mais
je ne savais pas comment j'ai levé. Et puis vous comprenez que c'est des myrtilles, et que c'est le mot encore qu'on utilise d'ailleurs en Alsace, je crois, pour certaines grosses myrtilles. Alors quand on dit par exemple que c'est un spectacle écœurant, alors la première fois que j'entends ça, et puis il disait ça avec joie, je me dis tiens, c'est sadique quand même de dire que c'est un spectacle écœurant, mais écœurant, non, ça veut dire enthousiasmant. Quand on dit par exemple que quelque chose a de l'allure, ça veut simplement dire que c'est raisonnable, c'est normal, ça a de l'allure. Et là, avant de déjeuner, ils me disent est-ce que vous voulez passer à la salle de bain? Moi-même, je me dis quand même, j'ai déjà pris une douche, je ne vais peut-être pas me relaver. Et là, non, la salle de bain, c'est l'encens, autrefois, le fait simplement de se laver les mains. Et on peut se tromper aussi quand on est dans l'évaluation scolaire, un étudiant qui a le baccalauréat, en fait, c'est Bac plus 2. Et dès 1743, on a déjà un glossaire qui est créé par un missionnaire, c'est souvent les hommes d'église ou les dames d'église, les femmes d'église qui sont à la pointe du combat pour installer une langue, qui elle-même sera une langue de religion. Et donc on a Potier qui écrit un glossaire, et en 1743, avec donc déjà quelques milliers de mots, pour bien implanter le français. Enfin, en 1743, vous l'avez compris, il n'y a quand même pas tant de gens que ça qui savent lire, et par conséquent, ça n'a pas encore un poids important. Après, bien, on aura des protestataires, il y en aura plus de 60 000 qui vont exiger par pétition que la langue française soit celle du Québec. Ça va se poursuivre, bien entendu. En 1852, on a l'université Laval à Québec, qui est donc, bien entendu, une des plus anciennes aussi, et en lutte contre l'anglais. Et les grands professeurs de lexicologie ou construisant des dictionnaires sont donc pour presque tous de l'université Laval de Québec, en tout premier. Après il y a eu Montréal, et puis il y a Sherbrooke. Et Sherbrooke, où il y a un dictionnaire spécifique qui est gratuit maintenant sur Internet. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est à noter, c'est que, si vous voulez, les choses se sont faites en même temps que le monde technique, et il faut le dire, en tant que Français, nous avons aussi fait notre révolution numérique, mais bien souvent, les Québécois, peut-être parce que c'est l'Amérique du Nord, on voit qu'on est dans une autre échelle qui est l'échelle de l'Amérique du Nord et des grands espaces, c'est normal, mais on sent bien aussi que pour tout ce qui est technique, technologique, ils ont tout de suite envoyé, et je me souviens très bien, à mes premières journées des dictionnaires, on était dans les années 1993, 12-13, nos amis québécois arrivaient, ils avaient leur carte de visite, avec déjà le courrier électronique, déjà PowerPoint ou des systèmes de ce type dans les conférences, et nous, Français, on était là, plus traditionnels, avec un discours bien construit, qu'ils admiraient d'ailleurs, mais en même temps, on était un peu jaloux de voir à quel point ils maîtrisaient toutes ces techniques. Ils ont envoyé très vite aussi sur les dictionnaires électroniques, et aujourd'hui, le fameux dictionnaire de Sherbrooke, il est, comme nous l'avons fait pour le Trésor de la langue française, comme on le fait pour l'Académie française, ça c'est aussi merveilleux pour la langue française, il est gratuit sur Internet, il s'appelle Usito, bon maintenant il a trouvé encore d'autres noms, mais vous tapez Usito, et vous vous retrouvez dans le dictionnaire québécois, avec des citations québécoises, avec des explications linguistiques qui sont vraiment fort bien faites. Au Québec même, il y a une partie de la population qui jongle entre le français et l'anglais et qui utilise bon nombre de mots anglais glissés comme le chum et d'autres mots de ce type dans leur français. Et si vous prenez un journal comme Le Devoir, vous analysez une page, et là vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de mots anglais. Donc quand mes amis québécois, à juste titre, nous disent faites attention aux Français, ces publicités sont insupportables, et ils ont raison, Save the Date est absolument
infernal. D'ailleurs, oui, comment je le prononce comme un pied, c'est the date, je ne sais même pas comment le dire. Quand vous avez, j'évoquais la Bridal Fashion Week, je me dis, mais c'est infernal, il faut déjà savoir que Bridal veut dire la mariée. Est-ce qu'on ne peut pas dire tout simplement le salon de mode du mariage? Enfin, c'est pas plus court, c'est pas plus long. Donc là, ils ont vraiment raison de nous attaquer sur ces domaines-là. Mais en même temps, au Québec, tout n'est pas non plus réglé, et cet Anglais, ils ont raison de lutter. C'est une lutte qui, peut-être, pour certains aspects, est même plus puissante et plus nécessaire que chez nous, où on a trop d'anglicisme d'évidence, mais eux sont au front avec les anglicismes qui déboulent en permanence. Et donc, je donne un exemple qui m'avait frappé, puisque quand je vais au Québec, il y a d'un côté mes amis, tous professeurs de linguistique, de psychologie, enfin, ou travaillant sur les dictionnaires, qui eux ont un français vraiment très pur, et ils sont tous au PQ. Alors ne nous trompons pas, le PQ c'est le Parti québécois, il ne faut quand même pas faire de confusion avec ces mots vulgaires français. Et puis, donc là, ils y sont très attentifs, et ils luttent politiquement aussi pour que le français soit présent. On va voir les grandes dates. C'est évidemment chaleureux et utile, mais en même temps, ils vont même jusqu'à essayer de prouver des choses qui sont discutables. Je me souviens d'une thèse à laquelle j'ai refusé de me rendre, bon, je vais prétexter autre chose. C'était une dame, dont je dirais le nom, mais peu importe, qui est très respectée au Québec comme étant vraiment à la défense de la belle langue française. Et elle a fait une thèse, et cette thèse, je devais être membre du jury. Et alors la thèse était la suivante: elle prenait le journal Le Devoir et elle le comparait au Monde. Et elle le faisait sur 20 ans à peu près, et elle concluait que le français du Québec était quasiment le même que le français du Monde, donc français évidemment de belle qualité. Alors, bien sûr, c'est même au point que dans le Devoir, il y a des articles du Monde qui sont pris complètement parfois. Donc évidemment, ça se ressent, puisqu'il y a même des échanges. Et puis c'est le français tel qu'ils veulent le défendre et le mettre en ordre. Mais si elle avait fait une thèse en prenant Le Parisien, ou un journal qui n'existe plus, enfin François, ou des journaux plus populaires, et qu'elle avait pris Le Devoir, pas Le Devoir, pardon, Le Soleil, autre journal très populaire au Québec, alors là, elle aurait eu une conclusion très différente. Elle aurait dit, il y a beaucoup d'anglicisme dans le journal Le Soleil, et il n'y en a quand même pas tant que ça, il y en a bien sûr, mais pas tant que ça dans Le Parisien ou autre journal plus populaire. Autre élément très émouvant que m'a raconté pas simplement François, donc le mari de Monique Cormier, la première fois qu'il est venu en France, il est français, enfin français, il parle la langue française, étant québécois pur laine, comme ils disent, c'est-à-dire la tuque, le chapeau, vraiment c'est le québécois pur laine, mais cultivé. Et il a passé, m'a-t-il dit, presque les larmes aux yeux, ça devait être dans les années 60-70, 1 heure chez le quincaillier. Il avait trouvé un grand quincaillier à Paris avec marqué vis, boulon, tournevis, écrou, et c'était la première fois qu'il les voyait écrits en français. Et donc il était ému, parce que tout ça était écrit en anglais, au Québec, à Montréal, et donc ils étaient forcés d'être bilingues, bien entendu, et il y avait cette hiérarchie qui faisait qu'on disait qu'il y avait la langue, évidemment, la meilleure, celle du travail, celle de la culture, qui était le bon anglais, et puis il y avait le français, mais c'était le français des Québécois qui était très mauvais, et que de toute façon c'était pas vraiment du français, c'était du barbarisme, on aurait fait comprendre que... Et évidemment dans l'échelle sociale, ça se retrouvait. Hein, le patron était anglais, le contremaître était bilingue, et l'ouvrier tout en bas de l'échelle ne parlait que le français. Le moment alors compliqué pour les Québécois du joual. Alors le joual, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Le joual, c'est
le moment où les Québécois, populaires ou, disons, un petit peu gauchistes, je ne sais pas si c'est le nom qui convient, mais enfin, Québécois un peu de type volontaire, libéraux, tout ce qu'on veut, voulaient imposer ce fameux joual, qui est la traduction du mot cheval. Cheval veut dire, ça se prononce cheval. Et c'était essayer d'imposer par les chansons, par la littérature, des mots de ce type qui ont été très nombreux et qui ont permis peut-être aussi de revaloriser, si vous voulez, ce monde rural. Bon, alors, quand on prend les dictionnaires du joual, il y avait une partie des Québécois défendant le français de l'Hexagone, avec des dictionnaires qui étaient chez eux très proches des nôtres, qui était la reprise du Littré, qui était le fameux Belle-Île. Le Belle-Île était un dictionnaire qui était donc pour le Québec une référence dans lequel ils avaient mis 2-3 mots comme magasiné ou des mots comme ça, mais qui dans le fond étaient le français de Littré. Par conséquent, on a là toute une série de mots qui vont être repris d'ailleurs aussi dans un énorme glossaire qui va être constitué et qui va reprendre avec 200 collaborateurs le plus grand nombre de mots du Québec, un peu partout. Et donc ça nous donne des mots comme, je sais pas, chicoter pour être tracassé, comme poquer pour donner un coup, comme être en fiole pour être en colère, des mots comme enfioler pour avaler. Enfin, c'est Dominique Missica, qui était l'éditrice de Talandier. Il me dit, mais vous, là, j'ai vu que vous travaillez beaucoup sur la langue, on serait content que vous fassiez un livre sur l'histoire de la langue, un beau livre, etc. Alors bon, pourquoi pas, c'est pas des choses qu'on refuse. Il me dit, mais ce serait bien que vous fassiez quelque chose qui vous plaise et qui n'a pas été fait. Et je lui dis, mais il y a quelque chose qui me séduit un petit peu, c'est puisque ma grand-mère était de Boulogne-sur-Mer, on voyait les côtes anglaises par beau temps, on les voit de Boulogne-sur-Mer, on voyait déferler les Anglais, et par conséquent, raconter l'histoire parallèle du français et de l'anglais jusqu'à aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui m'intéresserait, oui, j'aimerais bien écrire ça. Et puis, il dit, ah oui, très très bonne idée, bon, alors je développe un peu, puis en plaisantant, mais vraiment, je lui dis, puis on l'appellerait la story de la langue française. Et là, elle me dit, parfait, c'est ça qu'il faut, gardez-le. Et là, je dis, mais non, mais c'est pas ce que je voulais du tout, c'était une plaisanterie, je ne tenais pas à ce que ça s'appelle la story. Mais elle insiste tant et plus que, bon, vous voyez, j'avais, sans le vouloir, marqué des points avec cet anglicisme, mais en même temps, moi, trahi ma cause, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc je rentre à la maison et je dis à Marinette, mon œil de lynx, qui corrige merveilleusement mon épouse tous les ouvrages, je lui dis, je suis vraiment embêté parce que moi je dois respecter la langue française et la story, j'ai pas envie de cet anglicisme. Et puis là, je réfléchis et je pense à ce dictionnaire de Frédéric Godefroy qui a enregistré tous les mots qui pouvaient traîner dans n'importe quel document donc, du Moyen-Âge et du début du XVe siècle. Et là, je me dis, si ça se trouve, story existe aussi en français, je le trouve. Alors certes, il est juste dans un texte, il a dû apparaître une seule fois, je le trouve STO-RIE. Alors après, je vais voir l'éditrice et je lui dis, bah, écoutez, je suis d'accord pour faire le livre, mais ça sera story, STO-RIE. Elle est tout à fait d'accord, tout va bien. Donc j'en parle dans l'introduction, sur la 4e de couverture. Puis alors dans les maisons d'édition, pour quelques-uns qui ici, je sais, sont rompus aussi à faire des livres, il y a des gens qui sont insupportables, c'est les commerciaux, les représentants, et là, ils n'ont pas voulu mon story. Alors je me suis battu pendant 15 jours, 3 semaines, au bout d'un moment c'est ça ou rien. Bon. Et donc j'ai obtenu les italiques. C'est déjà pas mal. Et c'est comme ça que ce livre s'est appelé la story de la langue française, mais avec les italiques. Et donc j'explique tout de suite que c'est un abus. Alors, pour savoir, je l'ai dit hier pour la racine du mot couteau, qui est très ancienne et qui touche l'angle évidemment aussi, qui est indo-européenne, cette fameuse famille de langues qui fait qu'en Ukraine, bon évidemment, un sujet brûlant en ce moment, en Ukraine, il y avait des tribus, il y a 8000 ans à peu près, et que ces tribus parlaient une langue,
Et comme ils étaient très en avance civilisationnellement sur un certain nombre de points, dont le fait qu'ils avaient une hache, j'ai dit ça hier, donc Philippe le sait, vous aussi, ils avaient déjà une hache de cuivre, ils avaient déjà la métallurgie. Donc tout ça touche l'Angre finalement, tous ces mots aussi d'origine gauloise. Et puis de l'autre côté, l'autre avantage qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient des arères, c'est-à-dire le système de la charrue, en bois, mais très vite, hein, au moment de l'âge de fer, vers moins 1000 à peu près, ces arères ont été munis de ce fameux coutre qu'on a fabriqué à Langres, qu'on fabrique à Nogent d'acier. Et c'est ce double avantage qui les a fait conquérir des territoires en allant sur donc l'Est et descendant plutôt du côté de l'Inde, et en allant sur l'Ouest, donc du côté de l'Europe. Ça a pris évidemment un certain nombre de siècles, mais c'est la même langue qui s'est déformée par vagues successives. On sait combien les langues se déforment hein, au cours des siècles, et surtout par tribus qui se déplacent en emportant leur langue et en la transformant, un peu comme nos amis québécois. C'est du français, mais un français un petit peu différencié. Et si vous mettez ça sur 300, 400 ou 500 000 ans, vous voyez la différence. Et les vagues arrivées en Europe ont touché le latin, le grec. C'est une famille de langues indo-européennes. Et évidemment, l'italien, le français, le gaulois, le celtique, donc le celte, l'espagnol. Alors il y a quelques langues qui ne sont pas indo-européennes, comme le lapon, comme le finlandais, et comme le basque. Parce qu'elles sont pré-indo-européennes, parce qu'il ne faut pas imaginer que quand ces civilisations sont arrivées, ces tribus sont arrivées, qu'il n'y avait personne. Il y avait déjà des gens qui parlaient une langue qu'on a perdue complètement, presque partout, sauf dans le Pays Basque. Dans la famille de langues indo-européennes, eh bien, se trouve l'anglais et le français. Alors, vous allez voir comment l'anglais va être considéré comme germanique à un moment donné. Mais au tout départ, là, on est, si vous voulez, quelques siècles avant Jésus-Christ, et là, il y a les Celtes, issus de cette famille indo-européenne. Les Anglais parlent des Celtes, nous on parle des Gaulois. Et si on dit Gaulois, c'est parce que c'est les Romains qui nous ont assimilé, ont donné ce mot. On pense que c'est peut-être le coq qui était à l'origine. Enfin, ça nous va bien, parce que des coqs, on en a l'emblème assez souvent en termes français, mais pour César, c'était pas très valorisant pour nous. Enfin bon, on a retenu le Gaulois, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, de chaque côté de la Manche, qu'il s'agisse de ma grand-mère à Boulogne-sur-Mer ou bien des Anglais, il y a du celtique, c'est la même langue. Et puis arrivent les Romains. Alors chez nous, ça va être très important. Les Romains occupent évidemment la Gaule, et ils l'occupent, même si on s'est un peu défendu, avec succès, parce que leur langue est quand même assez proche de la nôtre, c'est aussi une langue indo-européenne. On sait très peu de choses du gaulois, il nous est resté 100, 150 mots, certains disent 200, qui sont des mots attachés à la terre, et des mots comme la boue, comme le trou, comme la crème, comme dru, comme tanche, comme alouette, comme chêne, souvent d'ailleurs retenus par les latins, et ça nous a été transmis par le latin, notamment celui de Jules César dans la conquête des Gaules. Et on a donc de chaque côté des mots comme ça qui sont celtes et qui sont restés. Simplement, les Romains, dans notre hexagone, si on peut dire, vont savoir commercer, protéger les Gaulois qui sont là. Ils savent commercer, ils font des rues, des routes, les aqueducs, la pierre est là, et donc devient beaucoup plus solide. Et donc très vite, tout ce qui se vend va devenir quelque chose prononcé en latin. Le miel est d'origine latine, on ne sait pas trop comment disaient les Gaulois, mais la ruche qui ne se vendait pas, elle, l'objet, c'est le mot gaulois. Alors là, si nous, on a accepté que 1500 mots, dans la langue anglaise, enfin dans la future langue anglaise, là, la langue germanique s'est répandue. Il n'y avait pas le latin
pour s'y opposer, ou peu. Donc, si vous voulez, celtique, même dos que nous, latin, assez peu, langue germanique, et là, c'est devenu véritablement, l'anglais à ce moment-là est devenu une langue germanique. Et vous allez comprendre en quoi c'est devenu une langue germanique. D'abord parce que ça s'appelle l'Angleterre. C'est la terre des Angles. Et on appelait Angles, justement, ceux qui venaient au sud du Danemark, qui étaient au nord de l'Allemagne, et qui, d'une certaine manière, étaient les Germains, les barbares, mais bon, c'est eux qui ont bel et bien conquis une grande partie de l'Angleterre. Et puis, une autre caractéristique, cette fois-ci, qui fait différer le français de l'anglais, c'est que les Allemands, la langue germanique est réputée pour avoir des mots composés qui s'associent au point qu'ils peuvent associer, pour ceux qui ont fait de l'allemand, ils le savent, 3, 4 racines parfois. Et on a dit que pour la langue philosophique, c'était merveilleux parce qu'en Angleterre arrive la troisième invasion, en quelque sorte conquête, les invasions dites barbares. De l'autre côté, vous avez les Germains qui sont aux portes du Rhin. Dès que le Rhin est gelé, ils en profitent pour passer rapidement et essayer d'envahir le pays. Et à la fin, donc, les invasions germaniques portent, si je puis dire, leurs fruits, et on se retrouve avec nos premiers rois, qui sont francs. La France est germanique, et par conséquent, on est là dans une influence germanique très grande. On appelle ça, non pas un substrat comme le gaulois, parce que le gaulois on dit c'est un substrat parce que c'est en dessous de la langue, puis en fait les Romains sont arrivés avec leur latin, et nous on était en dessous avec ce gaulois, et il reste quelques mots qui ont percé. Le latin, lui, est vraiment puissant, et les Germains, eux, ils sont arrivés, mais on n'a pas adopté la langue des conquérants comme on l'a fait pour les Romains. Les Germains vont épouser des gallo-romaines, la langue maternelle l'emporte, et donc les enfants ne parleront pas la langue germanique ou peu, et petit à petit, c'est eux qui vont fondre un certain nombre de mots, 1000, 1500, 2000, tout ça se discute, ça dépend des périodes, mots germaniques, dont des mots qui ont été marquants, par exemple notre drapeau bleu, blanc, rouge, le mot blanc est germanique, le mot bleu est germanique, rouge ne l'est pas. Les accords de Bretton Woods, alors je l'explique là, mais les accords de Bretton Woods supposaient que, dans le fond, il y avait parité entre le dollar et l'or. Enfin, il y avait un calcul qui était fait de ce type. Quand on a décidé de rompre les accords de Bretton Woods, cette parité n'étant plus existante, alors les compagnies américaines avaient une autre solution pour gagner de l'argent un peu plus facilement, comme c'est le propre de toutes les entreprises, c'est de lancer en Europe énormément d'entreprises qui, avec les différences de monnaie, etc., étaient gagnantes. Et c'est comme ça que les Américains sont venus, notamment en Europe et en France, avec énormément d'entreprises, et on a commencé en France à avoir des entreprises qui ne parlaient que... Alors on évoquait Cergy-Pontoise, à côté de Cergy-Pontoise, il y avait une entreprise, tous les contrats étaient en anglais, tout était écrit en anglais dans l'entreprise, donc c'était plus supportable, et c'est là qu'il y a eu la loi Thomon, qui a commencé 94. Qui a eu des lois aussi pour les chansons anglaises, qui est au moins 75% de chansons françaises. On lit, si vous voulez, tous les jours, je racontais des histoires de mots, du lexique, en essayant de montrer la beauté de la langue française et comment on pouvait, comme celle que j'ai racontée ce matin. Ce matin, je vous ai raconté l'histoire du financier. Bon, j'ose pas la reprendre, j'en fais les gros yeux. Je vais raconter l'histoire de Mimosa, par exemple. Le Mimosa, voilà que, comme je faisais une chronique un jour sur les jolis mots de notre gastronomie, on me dit, ça serait bien que tu nous parles des œufs Mimosa. Alors, j'ai dit, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, on voit bien pourquoi on dit les œufs Mimosa, mais en même temps, je me dis, mais pourquoi on appelle cette fleur-là le Mimosa? Eh bien, tout simplement parce que les latinistes, botanistes du début du 19e et déjà fin 18e, si ma mémoire est bonne, se sont aperçus qu'il y avait dans l'espèce qui est plutôt acacia, dont dépend
le mimosa. Il y avait des mimosas qu'ils ont appelés impudiques et des mimosas pudiques. Alors, je ne sais pas si vous avez des mimosas pudiques ou impudiques. J'ai vu dans un roman policier, on s'en était servi. Le mimosa impudique, c'est une espèce de mimosa. Alors, le nôtre il est impudique. C'est un mimosa, vous vous approchez de lui, il ne bouge pas. Les plantes ne bougent pas. Bon. Mais le mimosa pudique, lui, quand vous approchez à quelques centimètres, la plante se rétracte. Et alors, c'est donc qu'il est pudique et qu'il ne veut pas qu'on le touche. Cette particularité de cette plante, pour le mimosa pudique, l'a fait appeler, il avait un autre nom avant, mimosa, parce que mimosa, ça veut dire mime. Et c'est le mime qui s'exprime en montrant qu'il n'est pas d'accord, mais en ne parlant pas, évidemment, la plante ne parle pas, mais elle bouge. Et c'est comme ça que... Alors, mimosa, c'était plutôt un féminin, on a dit la mimosa, puis après on a dit la mimouse, et puis pour finir, c'est devenu le mimosa, et voilà l'origine du mimosa. Malgré mon épouse, parce que je ne peux pas résister à vous raconter quand même le financier, parce que je l'ai dit ce matin, j'aime trop que ça ne manque pas de charme, et je sais qu'il y a des très bons pâtissiers à Londres qui vendent des financiers. Alors, nos amis québécois le savent, ils me l'ont aussi raconté. Le financier, c'est ce gâteau que vous connaissez. Bon, alors il se trouve qu'en ancien français, il y avait le verbe filer, ça je l'ai dit ce matin, filer, F-I-L-E-R, qui voulait dire réguler quelque chose par l'argent. Et puis là-dessus, on a fait le financier, les finances, et sous Louis XIV, le grand financier, tout ça, a beaucoup d'importance. Il y a un ministre qui, d'ailleurs, ouvre le budget, mot qui va arriver au XVIIIe siècle, et qui nous vient des Gaulois, puisque c'était la bouge, qui était un sac, la bougette, un petit sac. Ça passe en Angleterre en 1066 avec Guillaume le Conquérant qui embarque donc des mots français et qui va faire que 65% de l'anglais est constitué de mots français. Ça va se prononcer sans doute comme ça se prononçait en français budget, et ça revient en français, en anglais en fait, budget. Bon, et on fait un verbe même budgétisé. Alors, je n'ai pas oublié le Mozart. Il se trouve que avec le financier, c'est simplement un homme. Mais les sœurs visitandines, à Nancy, font un gâteau avec le blanc d'œuf qu'elles avaient en grand nombre, parce que de la peinture, il en restait beaucoup, avec du jaune d'œuf, donc le blanc d'œuf, avec de la poudre d'amande amère, farine, etc. Puis elles font ce gâteau, qu'on appelle visitandine, et en Bretagne, on m'a dit qu'on parlait encore visitandine. 1680, pas de chance, même pas de chance pour la France, c'est l'affaire des poisons. Et tout ce qui sentait l'amande amère était repoussé, parce qu'en fait, l'amande amère, c'est le cyanure. Dans l'amande, il y a un tout petit peu de cyanure, bon, il en faudrait 3 tonnes pour être empoisonné, mais donc ça sent la même chose. Alors, inutile de dire que tout gâteau qui pouvait sentir l'amande amère était copieusement repoussé, il n'était pas question de risquer de les empoisonner. Milieu du 19e siècle, il y a un pâtissier qui s'appelle Lannes, qui s'installe à côté de la bourse, et je le disais ce matin, les boursiers, les financiers viennent le voir et lui disent on a besoin d'un gâteau qui soit très léger, qui soit très nourrissant et qui surtout ne poisse pas les mains. Et là, il fait ce petit gâteau qui a la forme d'un lingot d'or et qui, il faut lui trouver un nom et il va l'appeler le financier. Ça, on va le retrouver, ce financier, aussi au Québec, où ils gardent l'histoire de ces mots, ils en sont friands, et quand on évoque les chroniques de langue, on voit à quel point nos amis québécois sont constamment à la recherche de cette histoire. Moi, je plaide pour que, grâce à vous, on continue l'histoire en permanence des mots, et qu'on aille puiser des mots français, comme l'a fait Lannes, où on a inventé, pour éviter d'utiliser ces mots anglais. L'after sport effect, vous avez Versailles Revival pour la Renaissance, et tout est à l'avenant, et ça devient vraiment quelque chose d'insupportable. Surtout quand on vous explique, que je recevais ça dans mes chroniques,
pour me donner des idées, les gens voyaient évidemment balader la personne, qu'il y avait quand même quelque chose qui était très à la mode et qui marchait très bien, c'était l'EQI coaching pour améliorer mes soft skills. Je j'ai jamais compris ce qu'étaient les soft skills, je ne veux pas le savoir. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.